Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée. Je suis heureuse de vous retrouver comme chaque matin du dimanche et du lundi. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30 avec nos invités et surtout nos rubriques habituelles. Et puis, bien sûr, nous parlerons architecture et patrimoine, je l'ai dit, encore une fois, avec un architecte, notre invité, qui n'est pas un invité donc simple. En tout cas, il a un très beau parcours. En tout cas, on parlera avec lui de toutes les avancées technologiques en matière d'architecture, en matière d'urbanisme et surtout dans le développement durable. Alors lui, il est dans le développement durable et l'entrepreneuriat solidaire. Il a eu donc à travailler avec beaucoup d'étudiants, il continue à le faire, bien sûr pour les porteurs de projets dans le domaine donc, de l'architecture. Il est architecte, urbaniste, il a fait donc plusieurs études dans le domaine de l'architecture. Il nous en parlera tout à l'heure sur notre plateau. Voilà, puis on va présenter nos invités. Il s'agit donc de Samira Hadj-Ahmar, donc qui est plus une invitée, mais notre rubrique Écume et patrimoine. Bonjour Samira, je commence par les dames. Hein. Bonjour. Je vais être correct, on va dire. Et un invité avec qui aussi qu'on devrait présenter le premier parce que lui il fait beaucoup de choses pour l'architecture, l'urbanisme algérien. Il s'agit donc de Adel Souami. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes donc enseignant-chercheur, vous êtes aussi enseignant à l'école d'architecture et d'urbanisme, l'EPO. C'est ça. Et vous travaillez énormément avec vos étudiants. Une belle collaboration en tout cas avec vos étudiants. Vous êtes dans la protection de notre patrimoine. L'environnement aussi, parce que ça va avec, vous me disiez, vous travaillez avec beaucoup d'étudiants en agronomie également. Oui. Vous êtes dans le développement durable. Tout à fait. L'entrepreneuriat, comme je dis. En tout cas, on est ravis de vous avoir sur notre plateau pour nous parler de toutes ces belles choses que vous concrétisez au jour le jour. Donc, merci. Je ne sais pas de quoi je pourrais commencer. Disons que je suis quelqu'un d'assez passionné, comme on en a eu à discuter. Et donc, à chaque fois qu'un sujet d'actualité arrive, donc je me passionne pour ça. Par exemple, j'ai travaillé, durant ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur les dispositifs architecturaux parasismiques de l'architecture algéroise. 19e, 20e siècle, et ça a été parti justement suite à la destruction de certains bâtiments, parce que soi-disant ils ne respectaient pas la réglementation parasismique. Or, il a été démontré que, certes, des fois on ne respecte pas la réglementation, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas un bon comportement. Tout à fait. Et par vos différentes recherches, vous avez pu démontrer que finalement l'architecture ancienne était parasismique. Exactement. Nos ancêtres avaient réfléchi, avaient trouvé qu'il y avait donc certaines techniques d'urbanisme qui étaient bonnes pour éviter les tremblements de terre. En tout cas, pouvaient permettre aux gens de s'en sortir. Pour permettre aux bâtiments de bien se comporter. Tout à fait, exactement. Pour bien se comporter, c'est le mot exact. C'est le mot exactement, oui. D'ailleurs, parce que souvent, je crois que la nouvelle réglementation parasismique, elle est assez intéressante, où elle a changé un peu d'attitude. Parce que d'habitude, on pensait qu'en logique renforcement. Maintenant, on pense logique comportement, et donc permettre aux bâtiments de mieux se comporter. Et là, effectivement, il y a beaucoup à apprendre des architectures de nos ancêtres. Ça. Il n'y a qu'à voir au niveau de la Médina d'Alger, donc la Casbah. Les fameuses poutres. Oui. Vous avez donc ce qu'on appelle l'Irbou. Donc ce sont des dispositifs qui sont assez uniques. Vous les trouvez aussi à Adels. D'ailleurs, lors du tremblement de terre de 2003, Adels, bien que la vieille ville était assez mal au point, mais pourtant l'Irbou, donc ces éléments en saillie qui ressortent sur la façade, eh ben, ils ne sont pas tombés. Voilà. Parce que le dispositif qui a été mis en place, qu'on a tendance à croire c'est seulement décoratif, il ne l'est pas. Il est aussi les petits rondins de bois qui sont inclinés, donc participent à cela. C'est ce que je trouve formidable, c'est que justement les guides, quand vous allez visiter la Casbah, vous expliquent cela. Et donc ça fait partie aussi de notre histoire architecturale. Et bien sûr, vous êtes là pour aussi enseigner ça au niveau des universités. Avec vos étudiants, vous en parlez constamment ? Étant donné que parce que le cycle d'enseignement chaque année, il a des spécificités par rapport à des objectifs, effectivement, vu que j'enseigne l'année où on parle de structure, de détails, etc. Donc effectivement, je parle beaucoup de parasismique avec mes étudiants, mais on parle d'un point de vue architecte, pas d'un point de vue ingénieur. C'est-à-dire, on voit comment il y a des décisions de sagesse qu'on prend en tant qu'architecte qui font que les choses facilitent après le comportement. Tout à fait. Vous délimitez bien les normes entre les architectes et les urbanistes. Assez clairement. Assez clairement. Et vous dites que les chiffres ne sont pas toujours... C'est très simple. Vous voyez tous les différents tremblements de terre qu'il y a eu. Je peux vous citer celui de Izmir en Turquie en 99. Vous voyez toutes les nouvelles bâtisses qui sont détruites, mais les mosquées et les vieilles bâtisses sont restées debout, qui dataient de plusieurs siècles. Vous voyez aussi le tremblement de terre de Schleuf en 1980. Lorsqu'on a fait les rapports, on s'est rendu compte que les anciennes bâtisses
ne se sont pas très très bien comportées, mais elles se sont mieux comportées que des bâtisses qui étaient... Tout à fait. Je préfère utiliser le mot se comporter que résister. Elles se sont beaucoup mieux comportées que celles qui étaient beaucoup plus récentes. On peut le remarquer à Haïti, un tremblement de terre qui a fait des ravages, des dizaines de milliers de morts, et pourtant les vieilles bâtisses ont assez résisté. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, bien avant qu'il y ait de réglementation parasismique, les ancêtres, nos ancêtres entre autres, ont eu beaucoup de sagesse en observant les choses. D'ailleurs, là, je vous donne un autre exemple dans le patio de la Médina, de la Casbah d'Alger. Vous allez trouver que l'arc, les arcades, ils sont ce qu'on appelle ça des arcades en fer de cheval. Ils sont pas en plein cintre. Vous partez à Tunis, vous partez dans d'autres villes, vous allez trouver que c'est un demi-cercle parfait. Les nôtres, non. Parce que justement, c'est pensé aussi, ça se comporte très bien dans le séisme quand vous avez un arc qui est plus relevé que étalé. Donc, il a un meilleur comportement. Donc, ça a l'air d'être esthétique, c'est ça ce qui est génial. C'est pour ça que je tiens toujours le côté architecte. C'est en même temps esthétique, c'est en même temps social. Le rebou, dont on a parlé tout à l'heure, c'est en même temps un élément structurel pour le séisme. C'est en même temps un élément social parce qu'il permettait à la femme de pouvoir dominer la rue. Donc, elle sortait, elle pouvait dominer et voir la rue sans être vue. C'est un élément aussi d'extension spatiale, c'est un élément de marquage à l'échelle urbaine de la ville et du passage. Donc, le même élément, c'est pour ça que vous voyez, quand on parle d'architecture, on voit dans sa globalité l'élément, qu'est-ce qui peut servir d'un point de vue social, spatial. C'est pourquoi vous faites des etc. études, justement, architecturales, mais aussi historiques, pour comprendre aussi le comportement donc, de nos ancêtres et mieux comprendre aussi les matériaux utilisés de l'époque. Pourquoi on a pensé à cela et pas à d'autres. Alors, ce qui est formidable, bon, parler un petit peu de tout votre parcours, il faudrait peut-être des heures, mais sinon évoquer quelques moments, bien sûr, de votre parcours, puisque vous avez fait vos études ici en Algérie, vous êtes parti en Tunisie, vous avez travaillé, vous êtes revenu en Algérie, vous avez fait votre doctorat, magistère et doctorat, et puis vous avez continué à travailler, bien sûr, dans la recherche. Aujourd'hui, vous êtes dans l'entrepreneuriat, bien sûr, et vous avez eu une médaille d'or. C'est à ce moment-là, peut-être que Samira vous a rencontré, puisque Samira avait fait un reportage avec vous sur les façades de la ville d'Alger. Vous avez travaillé avec la mairie d'Alger. Tout à fait. Pour les portes et les façades. C'est ça. La réhabilitation de ces portes. Ça, c'est aussi important. Ça, c'était un projet national de recherche, donc un PNR, on était une équipe de 3 personnes. Dont la responsable, c'était Madame Sabrina Kacher. Et effectivement, on avait fait un travail de revalorisation du patrimoine dans un cadre des projets nationaux de recherche. On s'associe toujours à un partenaire socio-économique. Ça a été le cas de la mairie d'Alger. Et donc, on a essayé de relever les différentes qualités des portes et des façades et des halls d'entrée. Donc, on a fait toute une sorte d'exposition, donc de relevé, une sorte de base de données qui permettait donc d'identifier les différents composants allant du détail de la poignée jusqu'à la composition de la façade dans sa globalité. C'est très bien. C'est très bien. Et Samira avait fait plusieurs fois des reportages sur justement les façades, l'ornementation des façades, des rues, etc. Et avec Monsieur Swami, c'était surtout la rue Tanger, pour la différence déjà d'époque, d'un trottoir à un autre, par rapport à l'agrément des façades qui étaient différentes, on ne s'en rend pas compte, mais d'un côté il y avait des fenêtres, de l'autre il y avait des balcons. Je ne sais pas si on peut appeler ça des balcons. Des saillies. Des saillies, exactement. Et puis, l'évolution de l'architecture. Et puis, ce qui a été rajouté, on est passé du simple ou un peu plus décoré. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais sinon, Monsieur Swami a cité Sabrina Kacher. Et ce qui serait intéressant de rappeler pour cet architecte, c'est qu'elle a travaillé avec ses étudiants. C'est lui qui me l'a dit, c'est pour ça que je le sais. Sinon, je n'aurais pas su. Elle a développé une très belle... restitution. Une restitution, voilà, en réalité augmentée du ce qu'on voit derrière toi, Amel, du jardin d'essai. Peut-être que M. Swami peut dire plus de choses. Oui, Madame Kacher Sabrina, c'est ma femme, donc voilà, je suis un peu trop protocolaire. Donc elle, ce qu'elle se spécialise depuis maintenant quasiment plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est sur la restitution du patrimoine. C'est-à-dire, c'est les outils numériques appliqués au patrimoine. C'est vraiment d'actualité. D'actualité. C'est-à-dire que, maintenant, pour faire une petite parenthèse, quand on parle d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, elle n'est intelligente que si on l'alimente en information. C'est ça. C'est-à-dire, plus vous l'alimentez d'informations, parce que les gens se focalisent seulement sur les inputs, c'est-à-dire, je lui pose une question, il me répond et je suis content et je pars. Sauf qu'il faut faire très attention à quoi on l'alimente. Les réponses sont dépendantes de ce qu'on est en train de l'alimenter. Bien sûr. Et elle, justement, elle travaille sur les bases de données énormément, et donc depuis plusieurs années, elle travaille sur la restitution de différents patrimoines algériens. Donc elle a restitué plein de bâtiments tels que la Jamak Chawa, etc.
Et cette année, c'est une première, elle a restitué le jardin d'essai avec ses étudiants en master recherche, donc en visite virtuelle. C'est super, Ouais. magnifique. Alors, c'est pas la première fois qu'on parle donc de nouveaux outils au service donc de la technologie, donc de l'avancée bien sûr de la recherche. On a eu pour vous, les architectes, les premiers outils utilisés, c'était AutoCAD. AutoCAD, c'était bon, les prémices, on va dire, Voilà. les prémices donc de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup mieux, et aujourd'hui, ça permet peut-être d'aller plus vite et de mieux visualiser, surtout pour quand il s'agit donc de mettre sur plan, bien sûr, certains grands projets. Tout à fait. D'ailleurs, pour l'histoire, la notion même de projet, elle est née lorsque, durant la Renaissance italienne, on a créé la perspective. Oui. Lorsqu'ils beau, ont la inventé la perspective, c'est à ce moment-là, d'ailleurs le mot projet, c'est-à-dire c'est un G avant. C'est la première fois donc qu'on pouvait visualiser en perspective quelque chose avant qu'il ne soit réalisé. C'est à ce moment-là que c'est né. Alors, bien sûr, il faut accompagner après le temps des évolutions. Il y a eu, quand vous avez dit AutoCAD, etc. Aujourd'hui, on a la capacité, et c'est devenu une limite banale, de pouvoir restituer un lieu et le client ou le futur utilisateur peut s'immerger à l'intérieur de cet espace-là avant même de le réaliser et donc de pouvoir estimer s'il est intéressé, s'il est content, s'il voudrait faire des modifications. Ça fait l'objet de belles émissions télévisées. Ah, j'imagine bien sûr, bien. dans le monde entier, aujourd'hui, tout le monde peut se projeter carrément à travers une image virtuelle. Ouais. Alors, ce qui est formidable aussi de parler de tous ces outils, parler aussi donc de ces prix que vous raflez, mais aussi vos étudiants que vous encouragez, avec lesquels vous travaillez au quotidien, vous menez des projets tout le temps, et vous êtes sur YouTube vous-même. Oui. Vous avez une chaîne, d'ailleurs pendant le Covid, c'est ce qui vous a permis justement de garder le contact, ce lien avec vos étudiants. Tout à fait. C'est parti sur une idée folle un peu parce que j'interagis beaucoup avec mes étudiants et pendant le Covid, malheureusement, c'était plus le cas. Alors ils m'ont demandé si je pouvais faire des petites vidéos d'intervention. Et l'idée était partie seulement comme ça. Et puis maintenant, j'essaie de l'alimenter. Je dirais pas régulièrement parce que ça fait, je crois, plus d'un an que je l'ai pas alimenté. Et donc j'expose aussi les travaux des étudiants. Entre autres, il y a toute une, à part les cours d'initiation. D'ailleurs, c'est aussi très vulgarisable, très vulgarisé, c'est-à-dire même des personnes qui ne sont pas liées à l'architecture peuvent voir certaines parties. Et après, il y a tout un travail, par exemple, qu'on a fait sur la Médina d'Alger. On a travaillé sur le côté du rempart au les Dames d'El. On a pris 4 terrains là-bas et on a essayé de voir comment on peut faire des interventions modernes, contemporaines, dans un tissu ancien, contemporain, classé patrimoine, justement pour éviter qu'il ne soit figé. Parce que la différence, c'est que la Casbah est un patrimoine vivant. Ce n'est pas un patrimoine comme les ruines romaines à Tipaza, figé. Et donc là, il faut tenir compte de la qualité d'apporter. Pour vouloir dire que les gens continuent à... Si vous voulez qu'ils continuent à vivre, il faut que les gens continuent à y rester. Et donc, il faut leur répondre à leurs nouveaux besoins, à des besoins contemporains, etc. Par exemple, et là, on a fait une l'introduction de tentative. l'eau qui n'était pas présente à l'époque. Il y avait les puits, bien sûr, dans les petites maisonnettes. Aujourd'hui, l'intervention, donc l'entrée de l'eau, c'est un petit peu fragilisé. Oui et non. Oui et non. Oui et non dans le sens où... Pas que de l'eau, les VRD aussi. Oui, c'est-à-dire que ce qui s'est pas bien fait, si vous laissez les gens le faire d'eux-mêmes, ça va être une catastrophe. Parce que le problème, le plus grand ennemi de la Casbah actuellement, pour moi, c'est l'eau. C'est parce que, vous savez que les maisons de la Casbah s'adossent l'une à l'autre. Et donc, il y a tout un système de canalisation qui permettait donc d'évacuer les eaux pluviales, qui existe jusqu'à aujourd'hui. On voit le tracé de... Mais si on s'en occupe pas au quotidien, c'est-à-dire vous avez c'est-à-dire l'eau, il s'infiltre, il faut casser pas la tête. Et donc à un moment donné, il s'infiltre, il va enlever la terre qui est en dessous des murs porteurs, et s'il y a une maison qui tombe, puisque c'est l'une qui est adossée à l'autre, donc c'est une catastrophe. Voilà, donc ça a apporté du bien-être pour les personnes, mais si c'est pas fait par les hommes du métier, les personnes du métier, eh bien effectivement, vous risquez d'avoir des catastrophes. C'est dommage. C'est dommage. Sinon, on arrive aussi à parler donc de vos activités. On a pu recevoir la semaine dernière un étudiant qui était votre étudiant, qui a eu c'est un architecte maintenant. Oui, un architecte. Il a eu donc le 2e prix de la photographie. Là, encore une fois, c'est parler de son potentiel. Vous travaillez aussi avec des étudiants de l'INA, de l'ex-INA, l'école d'agronomie. Oui. Vous avez fait un travail aussi de management. De suivi de projet. d'entrepreneuriat, donc des porteurs de projets. Donc je suis assez souvent invité parce que je suis expert en entrepreneuriat solidaire. Donc c'est de l'entrepreneuriat mais orienté développement durable pour répondre aux 17 objectifs du développement durable. Très bien. Et donc suite à cela, donc j'ai eu plusieurs formations et je suis invité principalement à l'INA. Enfin on dit plus l'INA aujourd'hui, on dit l'ENSA. Oui. Mais nous on est l'agronomie. l'École nationale supérieure d'agronomie.
Et j'interagis avec les étudiants sur deux choses, principalement sur le design thinking, donc leur permettre de réfléchir et de penser comment mener une idée. Parce que vous savez, c'est ça ce qui est génial dans ce nouveau programme, c'est que d'habitude, on a des personnes qui ont de très belles idées, mais confrontées à la réalité entrepreneuriale, de l'environnement entrepreneurial, ben, ils sont confrontés, ils ne savent pas comment présenter leur projet, ils ne savent pas quelles sont les structures. Bien qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'incubateurs, etc. Voilà, donc c'est un petit peu dans le même esprit. C'est l'esprit des incubateurs universitaires. C'est dans le cadre des incubateurs universitaires. Je suis aussi invité à Constantine ou à Sétif pour leur expliquer un peu ça. Tout à fait. Et donc, le but, c'était justement de pouvoir leur mener, voir comment une idée elle naît, mais comment on va commencer à la matérialiser. Voilà. Après, comment on va rencontrer les personnes pour leur vendre, et puis comment on rencontre les personnes. Ça. Et je fais aussi des formations dans ce cadre-là, même pour la façon de parler, ce qu'on appelle le elevator pitch, c'est-à-dire d'apprendre aux gens comment parler et présenter. L'éloquence, choisir les arguments, comment parler, etc. Ben, justement, pour montrer un petit peu toutes les différentes orientations que vous pouvez donc mener au quotidien, pas rien que dans l'architecture, un petit peu partout, vous êtes là pour essayer donc d'accompagner les étudiants, rester sur YouTube, porteurs de projets, parler du patrimoine, le recyclage, les enfants et le patrimoine, n'est-ce pas? Oui. Tout cela, voilà, Allah Ibarak, qu'on a pu beaucoup donc développer de thématiques. Et vous faites justement différentes thématiques autour de cela. La toute dernière, c'est celle du recyclage. Oui. Voilà, on va juste parler rapidement de cela et après on passera à Samira. Avec plaisir. Oui. Donc ça, l'idée, c'était parti l'année dernière avec les étudiants de 4e qu'on a eu. C'était l'idée de prendre des structures métalliques. Oui. Donc c'est un projet d'ailleurs qui a été mené et développé avec une société algérienne, Nasnim, qui est ancienne Alrim, c'est une société spécialisée dans tout ce qui est charpente métallique. L'idée, c'est de développer des petites structures métalliques sur lesquelles on peut, style Ikea. Style Ikea, vous montez rapidement, 4 heures, 5 heures de temps, vous démontez. Et surtout, ça, c'était la structure de base. Mais après, on peut la déplacer un peu partout dans le territoire. Allah Ibarak, on a un pied... C'est ça. Par exemple, dans le tourisme, vous me le disiez, c'est une belle idée à développer. C'est-à-dire que cette structure-là, elle peut après se transformer. On peut en faire des abris, de l'habitat, on peut en faire des stands, on peut faire de l'événementiel avec, on peut aussi en faire des petits tentes. L'Algérie commence à développer, elle veut doubler, voire même tripler sa capacité de touristes et faire un tourisme écologique. C'est ça ce qui est intelligent. Après les orientations qui ont été faites, c'est d'éviter de faire les grandes opérations. Et donc à ce moment-là, des petites structures. Janet, vous ne pouvez pas y aller toute l'année, vous n'allez que des petites périodes. Donc quand vous avez ce type de structure, vous pouvez les monter rapidement, améliorer le confort des personnes et les redémonter et maintenir le site dans sa... Très bien. En tout cas, on a été ravis de parler avec vous donc, de toutes ces belles innovations dans le domaine de l'architecture, l'urbanisme. On va continuer à parler de notre patrimoine. Vous restez avec nous? Bien sûr.